bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Ils sont de jeunes diplômés sortis de filières aussi variées que le droit, la communication, les ressources humaines ou les écoles d'ingénieurs. Les études finies, place au casse-tête de la recherche d'emploi. Certains cherchent depuis 5 ans, d'autres depuis 10 ans. Avoir un bac+5 ne les empêche pas de passer des dizaines d'entretiens d'embauche sans résultat. Plus ils échouent, plus ils perdent confiance et se montrent mauvais en entretien. La conjoncture explique beaucoup, mais la conjoncture joue pour beaucoup, je voudrais dire, mais n'explique pas tout. Qu'est-ce qui leur manque alors? Avoir un diplôme ne suffit-il pas pour avoir un emploi? C'est autour de cette principale question que nous allons échanger cet après-midi. Mais avant, Dodo Waré nous présente ou nous révèle l'identité de nos invités dans Podium Invité. Regardez. Chers amis de Podium Jeunesse, bonsoir. Aujourd'hui, Pélagie reçoit pour vous Jean Sika, titulaire d'une licence en gestion, marketing et stratégie depuis 2016. Il est actuellement commercial dans une agence de marketing digital. Josué Adoseun. Il est titulaire d'une licence en informatique, système réseau et sécurité depuis 2015 et est actuellement enseignant de physique dans un établissement privé de la place. Samuel Togan. Il est étudiant en Master 1 en Management et Gestion des entreprises et est assistant formateur dans un centre informatique. Brice Tiendo. Il est associé du cabinet Optimum Partners spécialisé dans la chasse de tête et le conseil aux entreprises. Il est spécialisé dans le recrutement de cadres supérieurs et de profils pointus pour l'Afrique. Il a embrassé cette carrière depuis 2016, après plusieurs années passées dans le conseil aux entreprises et sur des projets liés à l'adéquation formation-emploi. Merci de nous retrouver dans Podium Jeunesse, où vous l'avez entendu. Aujourd'hui, nous allons parler du problème crucial du diplôme qui ne suffit pas ou plus pour avoir un emploi. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien. Merci d'avoir accepté de participer à cet échange cet après-midi. Josué, pouvez-vous partager avec nous les différentes expériences que vous avez eu à faire en matière de recherche d'emploi? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, Josué. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je dirais qu'en 2015, j'avais déjà fini ma licence informatique, réseau et télécommunications, spécialité système réseau et sécurité. Je dirais plutôt que j'ai fait le point après mon diplôme, le temps de voir mes objectifs et voir dans quoi me lancer par rapport à mes compétences. Mais après, j'ai rédigé mon CV comme d'habitude et j'ai ciblé des entreprises avec lesquelles je pouvais travailler. Le premier rapport que je veux dire ici, c'était que l'offre qui m'était proposée était préalablement un stage qui est naturel. Mais est-ce que j'ai eu le temps de le faire? Non. Non, parce que peut-être, je me dis, il y a plusieurs paramètres qui influencent. Vous n'avez pas eu le temps comment? On ne vous l'a plus donné finalement ou c'est vous-même qui n'aviez plus voulu faire le stage? Le stage, j'ai eu un stage qui était... on me demandait de faire une formation en certification CCNA qui me donnait maintenant place à un stage. Mais madame, comme vous le savez très bien, la certification CCNA, la formation même, ça coûtait. C'était payante la formation. C'était payante la formation. Donc, je n'ai pas eu l'argent là. Les moyens de m'offrir cette formation. Donc, je me suis lancé dans des petits trucs. Et c'est quoi ces petits trucs? Ce qui s'offrait à moi était que ma mère était revendeuse. Donc, c'est là que j'ai commencé par l'aider dans ces petits allers-retours. Et je vais vous dire ici que j'ai rencontré un ingénieur, il est certifié CCNP, qui travaille déjà dans une boîte de la place. Donc, avec ces petits projets de câblage, adressage des équipements pour l'installation, c'est là, je peux dire que j'ai eu un peu à apprendre au-delà du cadre de l'école. C'est un peu
ce que je peux vous dire par rapport... Donc, en réalité, vous n'avez pas eu à faire des stages ou des emplois à mi-temps en lien avec votre formation? Pas Non, vraiment? Pas tellement. Pas tellement. Si je peux dire quelque chose ici, c'est les petits boulots que je faisais avec monsieur sur ces petits projets qui étaient un peu en adéquation avec ma formation. Je signale qu'actuellement, vous êtes enseignant de sciences physiques dans une école privée. Merci. Samuel. Merci, madame. Et je salue tous les téléspectateurs également. Merci pour l'invitation. Et après mon diplôme, ta licence? Ma licence, j'ai effectué des stages. Mon premier stage était en entreprise. Et on ne veut pas le nom de l'entreprise. Oui. C'était un cabinet de fiscalité et impôts. Ce n'était pas dans mon domaine. Lors de ce stage, j'ai effectué des tâches qu'ils me confiaient et qui sont dans leur domaine. Et un mois après, ils m'ont dit que je pouvais travailler dans mon domaine. Donc, je travaillais seul en management. Donc, vous avez fait un stage d'1 mois, c'est ça? Oui, voilà. Donc, je commençais par travailler sur mon domaine et je les ai côtoyés. Quels sont leurs problèmes? Ils ne m'ont pas dit ce que c'est concrètement. Vu mes stratégies, et un beau matin, je me suis levé et puis mon maître de stage, je l'ai approché et je lui ai posé certaines questions. Et puis j'ai accès à certaines informations. Et là, je me suis permis de leur proposer une formation. Ils n'ont pas accepté jusqu'à ce que vous ne quittiez la boîte. Voilà, merci beaucoup. Jean. Bonsoir, madame. Bonsoir, Jean. Bonsoir, mes collègues. Bonsoir, les téléspectateurs. Tout d'abord, j'aimerais dire, si on parle de recherche d'emploi, on doit parler de quelqu'un qui a déjà certaines qualifications données. Alors, dans mon cas, j'ai déjà commencé à chercher d'emploi bien avant que je n'aie ma licence. Okay. Donc déjà, presque à la fin de ma deuxième année, donc j'ai eu à commencer à chercher du stage par-ci par-là. Donc je faisais les dépôts de dossiers par-ci par-là, jusqu'à ce que je n'ai ma licence. Alors avec la licence, alors la recherche a changé de couleur parce que j'étais maintenant en plein dedans. Donc à chaque jour, à n'importe quel moment, je ne peux pas remettre dossier, pas les déposer dans une entreprise donnée. Je n'ai pas d'entreprise fils. Donc, tu as déposé dans plusieurs entreprises. Dans plusieurs entreprises. Mais on ne t'a jamais appelé, on ne m'a jamais appelé, c'est ça. Donc, je me suis inscrit à NPE. Donc, avec la recherche, là, je me suis tombé sur les petits jobs, à l'instar de réceptionniste dans un mini-hôtel. Okay. J'avais même travaillé dans une société à la zone franche. Donc, j'avais aidé un grand frère aussi à la cafette. Et comme ce que j'aurais aimé, c'est que vous nous disiez exactement ce que vous faisiez comme petit job dans ces structures. Dans la zone franche, par exemple. Dans la zone franche, j'étais... Vous étiez en usine? En usine, oui. Okay. C'était une société de fabrication de mèches. Okay. Donc, j'étais sur machine, on coule les mèches. Je vois un peu. Ouais. Et voilà. Dans la cafette? Dans la cafette, je faisais service. Au moment, le grand frère me donnait les instructions pour pouvoir... Vous étiez serveur, en fait. Oui, j'étais serveur et cuisinier. J'étais serveur et cuisinier. Et cuisinier en même temps. En même temps, déjà... et pour ne plus divaguer, pour aller de gauche à droite... Pour ne pas perdre du temps. Voilà, donc, je me suis dit, mais j'essaie déjà de manipuler la machine à coudre. Alors, pourquoi pas me lancer dans la couture? C'est là que je me suis lancé dans la couture jusqu'à ce que je... apprendre, c'est ça? Apprendre la couture jusqu'à ce que je ne trouve actuellement un stage que vous êtes en train de faire. Donc, vous aviez mis en stand-by l'apprentissage de la couture. Oui. Bon, si on peut parler en termes de difficultés, comment est-ce que vous pourriez vous exprimer par rapport, je ne veux pas parler d'errance, mais c'est un temps de promenade d'une autre. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Josué? C'était facile? Ce vide-là dans lequel vous aviez vécu avant de vous positionner professionnellement parlant? Madame, posez la question à n'importe qui. Cette personne-là vous donnera la même réponse. Bon, si je peux qualifier cette période-là, je dirais plutôt que c'est une vie trépidante en ce moment-là. Les agitations étaient de gauche à droite.
il faudrait se positionner parce que peut-être on est le grand frère de la famille, on a le devoir de soutenir les petits frères qui viennent. Et je dirais que c'est un moment trop stressant. Oui. Comparativement, bon, la réponse ira d'une manière individuelle. Même moi, en tant que difficulté, je dirais plutôt que c'était pour moi le fait de ne pas avoir toutes les qualités pour mettre en exergue mes compétences. Ok, je vois. Oui. Si je peux m'expliquer, je dirais que ma formation était beaucoup plus pratique. L'administration réseau et sécurité, c'était plus pratique. Donc, sur le marché de l'emploi au Togo, chose que nous avions ignorée à notre temps était que on donne plus de valeur à une certification qu'à un CV bien rédigé avec des compétences. Je dis, je suis bon en administration sous Linux, c'est bien écrit. Mais qu'est-ce qui prouve ça? C'était un diplôme. Non, mais s'il y avait, par exemple, une certification LPIC, par exemple, qui appuyait ce que je suis en train de dire, peut-être on ne serait pas en train de dire que je suis en train de travailler dans l'enseignement à l'heure actuelle. D'accord, je vois. Merci beaucoup. Monsieur Tiendo, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous, les jeunes diplômés en quête d'emploi ont-ils tort de considérer leur diplôme comme un véritable atout pour trouver du travail? Alors déjà, merci. Bonsoir, chers tous. Bonsoir les téléspectateurs. Pour répondre à la question, je vais dire oui et non. Oui, parce que après, on s'inscrit dans une filière pour espérer avoir un métier. Pour espérer avoir un métier, un boulot à la fin de la formation. Et donc, on se donne de la première année à la troisième année ou à la cinquième année. Et donc, après, on recherche naturellement un emploi dans son domaine d'activité. Donc là, oui, on peut considérer le diplôme comme un atout pour rechercher un emploi. Et là, il y a beaucoup de personnes qui ont des stages à partir de leur diplôme. Oui, ça, il faut le dire. Ça existe. Je prends l'exemple des cabinets d'expertise comptable qui ne recrutent que des diplômés master en audit, contrôle ou en comptabilité. Voilà. Donc, à partir de leur diplôme, ils obtiennent des stages dans des cabinets d'expertise comptable. Alors, non, parce que quand on a un diplôme, on n'est pas obligé d'exercer une activité ou de faire un boulot pour la filière dans laquelle on a fait la formation. Ce n'est pas forcément ça. Il faut s'ouvrir. Moi, je vais donner mon exemple. Je suis financier de formation, mais aujourd'hui, je suis dans les RH. Tout ce parcours-là, il a été bien nourri et jusqu'à ce que je ne sois associé gérant d'un cabinet aujourd'hui. Donc, on peut être diplômé en finance et se retrouver en informatique. Ça dépend de ce qu'on trouve sur le marché, et ça dépend aussi en fait de notre motivation, de nos valeurs, de ce qu'on recherche. Ça dépend de notre plan de carrière, de notre projet professionnel. Et du coup, on peut faire une formation en marketing, se retrouver dans une autre et évoluer très bien et rapidement. Voilà. Parmi ces jeunes qui sont des jeunes diplômés en chômage, beaucoup sont bardés de diplômes. Mais chaque année, ils empruntent un long chemin truffé d'entretiens ratés avec des candidatures déposées sans réponse. Qu'est-ce qui leur manque concrètement? Ce qui leur manque, je viens de parler d'un plan de carrière ou d'un projet professionnel. Ce qui leur manque, c'est ça. Avoir un projet professionnel, c'est savoir exactement où est-ce qu'on met les pieds, comment est-ce qu'on met les pieds et comment est-ce qu'on avance. Tant qu'on n'a pas ça, on est perdu. Et donc, en entretien, ce qu'on voit ou ce qu'on recherche, c'est quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui sait où il va. Je peux recevoir quelqu'un en stage qui me dit, je lui demande par exemple, où est-ce que tu te retrouves dans 5 ans? Et si tu n'es pas capable de me dire où est-ce que tu te retrouves dans 5 ans, ça veut dire que tu ne te projettes pas et tu vas faire le stage à contre-cœur parce qu'ils te font un stage. Tu vas avoir ce boulot parce qu'ils te font un boulot. Donc, oui,
je pense qu'il leur manque, en tout cas, c'est ce que je remarque sur le marché, ce qui leur manque, c'est l'audace déjà. C'est le manque d'un projet professionnel concret. Et aussi, je vais dire quelque chose qui peut choquer, mais on est trop attentiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on attend toujours on attend toujours de postuler à une offre d'emploi. On ne va pas chercher. On ne va pas chercher, on attend toujours, on ne provoque pas son recrutement. Comment ça se passe, provoquer son recrutement? Provoquer son recrutement. Alors, je vais donner un exemple concret pour le faire. Je prends un exemple d'un diplômé en ressources humaines. Il est diplômé et donc il a appris tout ce qu'il a appris à l'école et il identifie des entreprises qui ont des problématiques de ressources humaines. En faisant quoi? Quand tu vois quelqu'un qui travaille dans une entreprise, mais quelles sont les problématiques que vous avez souvent? Alors, à partir de ces problématiques-là, vous bâtissez un projet et votre lettre de motivation pour aller postuler, c'est le projet-là que vous allez présenter. OK. Donc, vous dites, en fait, à l'entreprise, vous avez telle problématique, moi, j'ai des solutions. Voici mon CV, recrutez-moi et je peux vous résoudre cette solution-là. Voilà ce qu'on appelle provoquer son recrutement. Okay. Je l'ai essayé, je l'ai conseillé, ça a marché. Je vois. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, vous exercez des activités qui ne sont pas vraiment en lien avec vos domaines, vos études. Est-ce que vous préférez rester dans ce domaine ou si vous trouvez un emploi vraiment en lien avec vos études, vous allez opter pour cela? Jean? Je vais dire, d'un côté, oui, je vais me lancer dans ce domaine-là d'études. Parce que puisque vous êtes spécialiste marketing digital, c'est ça, oui. C'est le marketing digital que vous avez fait. Mais là où vous travaillez actuellement? Là où je travaille actuellement, c'est le marketing digital. Vous, c'est marketing stratégie? C'est marketing stratégie, okay. Oui. Parce que j'avais embrassé cette étude-là parce que c'était quelque chose que j'aime beaucoup. Être avec les clients. Lorsque j'avais embrassé le marketing et stratégie, je me lançais dans dans la gestion des clientèles. Okay. Parce que j'aime bien être avec le client. J'aime bien parler de ce que je vends d'un produit donné. Maintenant, parce que la question que j'ai posée, vous voulez évoluer dans le marketing digital? Oui. Ou vous préférez retourner au marketing stratégie? Non, je vais évoluer dans le marketing digital parce que c'est déjà un plus pour moi. C'est déjà un plus pour moi. À part le marketing et stratégie que j'ai fait, alors j'acquiers déjà une autre connaissance en digital qui est l'actuel même du monde. Le besoin sur, le marché actuel. Donc c'est un plus pour moi. Donc je vais continuer dans ce domaine. Josué, monsieur l'enseignant. Oui, madame. Enseigner ou continuer pour être ingénieur informaticien? Bon, c'est pas un dilemme. Bon nombre de pour vous, c'est pas un dilemme. Le choix est clair. Oui, le choix est clair. Mais je vais vous choquer. Moi? Oui. On verra bien. Lorsque j'ai commencé par enseigner, bon, même mes chefs le voyaient comme un tremplin. Okay. Parce que ce n'était pas en adéquation avec ma formation. C'était comme si j'allais le faire pour quelques temps et partir. Mais madame, le bonheur que ça fait de participer à la formation d'un enfant, je l'ai appris. Okay. Je l'ai appris. Et pour moi aujourd'hui, si l'occasion, on me permet de faire encore un choix, le choix que je ferai, c'est peut-être enseigner, mais d'une autre manière peut-être. Comment? Oui. À un niveau supérieur? Par exemple, enseigner dans mon domaine. Et ça fait un niveau supérieur. Okay. Là, je peux continuer à chercher mes diplômes, le master recherche, une thèse, mais c'est pour enseigner, pas pour travailler dans une entreprise. J'ai aimé ce boulot. Les enfants, la joie que ça fait de voir que je participe à la formation des enfants. C'est seulement un enseignant qui peut savoir ce que je suis en train de dire. On dit que l'expérience fait toujours la différence. Samuel, vous continuez vos études actuellement? Oui, je continue mes études. Mais je vais parler plus de stage en tant que formateur assistant. Pourquoi? Oui, parce que l'offre consistait à rechercher un chef projet. Okay. Lorsque j'ai postulé, on m'a appelé en entretien. J'ai été. L'entretien s'est bien passé.
je suis revenu à l'entreprise. On me dit que, qu'on a envoyé un de mes collègues sur le terrain, donc c'est lui qui va venir lui donner des informations. C'est le recruteur qui va venir lui donner des informations. Pour moi, le recruteur est censé avoir toutes les informations sur l'offre qui a été publiée. Sur l'offre. Voilà. Okay. Mais je suis surpris que c'est un de mes collègues qui va venir nous donner les vraies informations sur le travail à faire. 2 jours après, il s'est tué. Comme le recruteur même s'est spécialisé en informatique, et dans la formation des secrétaires et tout. Donc, il m'a confié le travail, qu'il y a des inscrits. Donc, je serai appelé à les former en bureautique, Word, Excel et tout. Donc, vous avez appris, vous-même, vous vous êtes formé là? Oui. Moi-même, j'avais des connaissances dans le domaine. Donc, quand il m'a dit, je ne suis pas surpris, je me suis lancé dedans. Et puis, quelques temps après, j'ai repostulé pour un autre poste. Mais vous êtes toujours dans le centre d'informatique? Non, j'ai quitté. Vous avez quitté. Ouais. Vous vous consacrez entièrement à vos études? Oui, actuellement, je suis dans les études. Donc, et vous préférez évoluer dans votre filière? Oui, je préfère évoluer dans mon filière parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup, le management des entreprises. Et s'il n'arrivait pas que vous ne trouvez pas du travail dans votre filière? Comme M. Tiendo l'a dit, vous n'allez pas vous ouvrir, vous donner d'autres opportunités? C'est vrai. S'il arrivait que je ne trouve pas du boulot dans mon domaine, je crée mon cabinet. C'est bon, c'est aussi facile que ça. Je crée mon cabinet parce que le management, c'est un domaine qui génère beaucoup. Donc, en fait, vous n'avez pas envie de travailler pour quelqu'un, c'est ça? Aujourd'hui, j'ai des difficultés à trouver même un stage. Donc, vous avez mis, à part cette histoire de travail, chercher du travail, travailler ailleurs, vous créez votre propre emploi. Oui, parce que les entreprises ont refusé de me recruter, donc je suis obligé... Mais pourquoi vous refusez de recruter Samuel? Je crois qu'on va leur parler tout à l'heure. C'est un domaine aussi qui est qui demande beaucoup d'expérience, donc je vois que vous en avez besoin avant de vous lancer. Merci beaucoup. Nous allons suivre ce reportage et on revient juste en plateau pour en discuter. La plupart des jeunes diplômés en quête d'emploi considèrent leur diplôme comme un véritable atout pour trouver facilement un poste. Malheureusement, bon nombre d'entre eux sont pétrifiés face aux employeurs dont ils maîtrisent mal les codes et se retrouvent déboussolés devant les recruteurs quand on leur demande pourquoi on devrait les embaucher plutôt qu'un autre. En réalité, pourquoi ils sont désarçonnés? C'est généralement la première chose, c'est le manque de connaissance de soi, de manière générale. Maintenant, dans ce manque de connaissance de soi, il y a des spécificités. Voyez, le jeune qui sort et qui compétit avec d'autres jeunes de même niveau, de même expérience, il se dit qu'à diplôme égal, nous tous on est susceptibles de passer. Mais après, il ne travaille pas dans le recul pour voir quelle est mes plus-values par rapport aux autres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire pencher la balance de mon côté? Si nous avons le même master, nous avons 2 années d'expérience dans les postes similaires. Maintenant, en dehors de ça c'est le côté technique et le côté diplôme de la chose. En dehors de ça, en plus de ça, qu'est-ce que je peux vendre? Voilà. Alors, quand j'utilise le mot vendre, c'est avec des pincettes. Parce qu'en réalité, quand on va à un entretien d'embauche, c'est pour vendre quelque chose. Se vendre, vendre ses compétences, vendre ses talents, vendre sa personnalité. Ça, ils ne le savent pas. Ils croient que c'est le diplôme seulement qui est la marchandise, entre guillemets, qu'ils vendent. Mais c'est au-delà du diplôme. C'est qu'est-ce que j'ai acquis? Qu'est-ce que je sais faire mieux que les autres? Qu'est-ce que j'ai déjà réalisé? Si on nous met à 10, je suis certain que mon parcours tel que je l'ai fait là, tel que je l'ai relu, je crois que je suis parmi les meilleurs là-dedans. Parmi les meilleurs au Togo dans tel domaine, je crois qu'on peut me compter. Parce qu'en fait, ils n'ont pas relu leur réalisation dans les parcours qu'ils ont fait pour voir qu'il y a ça que tout le monde fait. Quand on dit par exemple établissement de plan financier, tous les comptables font établissement de plan financier. Mais tous les comptables ne font pas des analyses fiscales
de manière pointue pour aider les structures à payer moins d'impôts à l'OTR, par exemple. Certains sont très ingénieux là-dedans, mais il n'y a que ton parcours qui est relu, je précise, ton parcours relu, qui peut te donner la possibilité de te découvrir que, en termes d'analyse financière, là, j'ai été imbattable. Donc, ils ne font pas ce recul-là, ils ne font pas cette analyse. En effet, beaucoup de jeunes diplômés ne savent pas comment se présenter à un entretien d'embauche, ni comment mettre en avant ce qui est important quant à leurs compétences au cours de l'entretien. Candidater pour un emploi demande de maîtriser certaines attitudes et des termes clés à mettre dans le CV. Il y a des attitudes que les recruteurs recherchent. S'ils ne les trouvent pas dans les CV, ils vont les rechercher dans les entretiens. Parce que généralement, les gens ne détaillent plus beaucoup les CV pour mettre certains termes. Mais au-delà du technique, ce que le recruteur attend, c'est cette capacité à tenir, à réussir en équipe, par exemple. C'est aussi une compétence. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle les compétences douces ou bien les soft skills. De plus en plus, c'est ça que les gens attendent parce que la plupart ont la technique. Donc, ce qui fait balancer la situation, c'est au-delà de la technique. Comment tu te comportes? C'est cette intelligence comportementale. Les recruteurs attendent ça. La proactivité. La proactivité, c'est la capacité à anticiper sur des difficultés, des décisions. Je donne un exemple. Vous êtes allé sur le terrain, peut-être vous êtes des commerciaux et vous rencontrez une difficulté. Vous ne devriez pas revenir au bureau pour dire « directeur, chef, pardon, il y a eu ça, je ne sais pas ». Non, vous devez proposer en même temps, vous devez réfléchir et proposer des choses à faire. Si vous devez vérifier, il y a aujourd'hui les outils de communication, vous vérifiez, vous appelez votre directeur, vous dites « voilà comment le terrain se présente. Alors, moi, j'ai imaginé de faire comme ceci, de faire comme ça. Est-ce que vous validez ?» Et beaucoup de responsables aujourd'hui ne veulent plus perdre autant de temps avec des éléments qui se posent des questions qui ne sont pas dynamiques. Et les entreprises attendent ça beaucoup. La communication. Certains ne savent pas comment faire circuler la communication, une information importante qui doit circuler dans l'équipe ou bien qu'ils doivent transmettre. Des fois, ils laissent souvent le temps, des fois, ils ne le font pas de manière claire, précise et concise. Et puis, ils disent des choses que les gens comprennent autrement. Donc, quand vous avez cette capacité à bien communiquer aussi, c'est important pour que vous puissiez évoluer dans votre profession. Et puis, on peut parler de tout ce qui est de la vie qui n'est pas forcément professionnelle d'abord. L'honnêteté, la patience, la précision, la concision, l'intégrité, c'est des éléments qui sont importants sur lesquels les recruteurs vont poser des questions aux jeunes. Il y a plus d'une douzaine d'attitudes clés sur lesquelles on fait travailler les jeunes. On attend des candidats à l'emploi un engagement fort, le sens de responsabilité et des compétences comportementales. Nous remercions M. Lawson Prudence pour cette interview. Jean, vous avez suivi M. Lawson. Qu'est-ce qui vous a marqué ou qu'est-ce que vous avez pu retenir? Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau dans ce qu'il a dit par rapport à la recherche d'emploi? Par rapport à la recherche d'emploi, je pense qu'il a tout dit. Et donc, tout ce qu'il a dit, vous saviez tout déjà, oui, il n'y a rien de nouveau pour vous? Oui, rien de nouveau parce que j'ai été formé par NPE pour les entretiens et autres. Donc, tout ce qu'il a dit, j'en ai eu déjà connaissance. Donc, c'est une révision. C'est une révision pour moi. Et pour Josué, une révision également? Bon, il a fait cas de certaines compétences qu'il a, je dirais entre demi-guillemets, compétences douces ou quelque chose comme ça. Demi-guillemets. Ouais, les soft skills. Ah oui, c'est son domaine en fait. C'est son domaine. Donc en fait, c'est une révision pour vous aussi. Oui, mais dire que on travaille sur les compétences telles que l'intégrité, et l'honnêteté, la capacité à travailler ensemble. La maîtrise de soi, la patience. Je pense que c'est quelque chose de nouveau que beaucoup de gens doivent apprendre aujourd'hui. Parce que en allant à un entretien, on ne peut jamais s'imaginer que le GRH
est en train de te voir et d'étudier si éventuellement vous pouvez travailler ensemble, vous pouvez être honnête, travailler sous pression. Sous pression. Genre, bon, peut-être comme c'est leur domaine, ils peuvent savoir comment ils le font. Mais c'est quelque chose de nouveau que j'ai appris aujourd'hui. Merci beaucoup, Josué. Oui, Samuel? Oui, tout ce qu'il a dit, il n'y a rien de nouveau pour moi parce que dans ma formation, on nous apprend à comment gérer une équipe. Donc, gérer une équipe, il faut d'abord commencer par la communication. Comment parler à ton équipe. Donc, cela vous a en fait permis de vous rappeler de ces notions que vous avez eues. Merci beaucoup. Monsieur Tchendo, candidater pour un emploi demande de maîtriser certaines attitudes et des thèmes clés. Est-ce que vous pourriez revenir un tout petit peu sur la question? Alors, des termes clés. Les termes clés, ça dépend de chaque métier, de chaque secteur d'activité. Alors, ce qu'on va utiliser dans l'aéronautique, ce n'est pas ce qu'on va utiliser, par exemple, dans la banque. En fait, les termes clés dépendent du métier et du secteur d'activité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais après, il y a des termes qui sont, passe-partout, on va dire. Mais déjà, pour bien préparer un entretien, je pense que tout le monde le sait, il faut bien préparer avant l'entretien, pendant l'entretien et après l'entretien. Donc avant l'entretien, c'est de relire la fiche de poste. Dans la fiche de poste, il y a des mots-clés. Ces mots-clés, vous allez les trouver dans les missions et les objectifs. Et donc, on apprend donc comme ça ces mots-clés-là. Et donc, on se base dessus quand on va en entretien et qu'on répond aux questions du recruteur. On répond avec ces mots-clés-là. Et comme ça, le recruteur sait que, voilà, je maîtrise mon domaine et je suis en phase avec la fiche de poste ou l'offre d'emploi qu'ils ont publiée. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux mots-clés. C'est vrai que, comme on l'a dit dans le reportage, beaucoup de jeunes diplômés en quête d'emploi ne savent pas exactement ce que les recruteurs et les employeurs attendent d'eux. Monsieur Lawson a dit quelque chose de très important, donc c'est les soft skills. En entretien, il y a 3 types de compétences qu'on recherche. Il y a le savoir, donc la culture générale. Il y a le savoir-faire. Donc, le savoir-faire, c'est tout ce qui est technique. Et le savoir-être. Le savoir-être, donc, c'est les soft skills. Et dans les soft skills, on recherche quelqu'un qui est force de proposition. Donc, il a dit tout à l'heure, on ne peut pas aller sur le terrain et rencontrer un problème et donc revenir, être focus sur le problème. Non. Donc, c'est quelqu'un qui est force de proposition. On cherche quelqu'un qui peut s'adapter à toutes les situations. Et surtout, on cherche quelqu'un qui est agile. Avec, en tout cas, ce qui s'est passé, la crise, l'agilité est une compétence que tout diplômé ou chercheur d'emploi doit avoir. L'agilité, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des petites compétences qu'on peut développer en entreprise. Donc, on peut être un comptable et avoir des notions, par exemple, en architecture d'ordinateur. On peut être financier et avoir de petites notions en RH. Oui, ça aide. On est agile. Et donc, quand il y aura un problème dans l'entreprise, il y aura au moins des gens qui pourraient défendre quelque chose ou qui pourraient aider à solutionner le problème. Nous allons revenir sur ce point. J'ai dit tout à l'heure en début d'émission que certains jeunes sont en train de chercher il y a 5 ans, d'autres 10 ans. Et plus ils échouent à des entretiens d'embauche, plus ils deviennent mauvais en entretien. Comment ça s'explique? Je pense que c'est psychologique. Okay. C'est psychologique parce que quand on accumule, quand on va d'échec en échec, on est démotivé. Okay. Et donc, quand il y a un entretien, on ne se prépare plus. Ça veut dire, on va dire, oui, je suis... on y va en victime résignée, c'est voilà. Ça? Et surtout, on voit beaucoup qui viennent en bon, je veux du boulot parce que j'en ai besoin. Pas je veux du boulot parce que j'ai des compétences et je peux aider à solutionner des problèmes. Et donc, quand c'est comme ça, en tout cas, les recruteurs sont démotivés. Okay. Donc, quand on va d'échec en échec, il faut être fort psychologiquement. Donc, les recruteurs ont les astuces ou bien ils sont très alertes à détecter ce type de demandeurs d'emploi. Oui. Dans le métier, on est un peu psychologue sur les bords. Okay. Oui, on est un peu psychologue sur les bords. Donc, quand quelqu'un se présente en entretien, il y a des gestes, on sait en même temps. On sait, on détecte en fait, on sait.
Et donc, je pense qu'il faut être fort mentalement. Comme je dis d'habitude aux jeunes diplômés, dans la blague, il faut muscler le mental. Okay. Il faut muscler le mental parce que le devant est dur. Voilà. Ben, en fait, il y a beaucoup de jeunes actuellement qui ont des diplômes. D'autres ont le bac plus 5 et autres, mais qui sont toujours à la maison. Et ça crée un conflit fou entre leurs parents et eux. Et la plupart du temps, certains parents ne comprennent plus. Ou bien, apparemment, c'est qu'ils n'acceptent plus la situation. Vous avez vécu cela aussi, Josué? Madame, je dirais que moi, lorsque j'étais en quête d'emploi dans mon domaine, je n'étais pas à la maison. Vous étiez où? Non, wesh. Bon. Vous étiez déjà hors de la maison? Non, pas hors de la maison. C'est une manière de parler, en fait. OK. Pas hors de la maison, je n'étais pas à la maison parce que j'aidais déjà maman. OK, je vois. Wesh. Elle a payé les études, elle a fait beaucoup de choses. Comme je ne trouve pas encore ce que je dois faire, et bon, je l'aide à faire ce qu'elle fait. Je vois. Ouais, donc, du coup, il n'y avait pas trop de tension. Je vois. Il n'y avait pas trop de tension. Donc, c'est comme ça, moi, je m'en suis sorti. Mais il y a d'autres amis. Bon, c'est très difficile. Ça chauffe à la maison. Monsieur Tchendo, comment on peut gérer ça? Je sais que ce n'est pas facile ni pour les parents, ni pour les enfants. Oui, cette pression sociale-là, je pense que tout le monde subit ça. Parce qu'après les études, les parents ont dépensé. Donc, oui, il y a cette pression. Oui, ils attendent un retour. Mais, en tout cas, sur le marché togolais, ce que je remarque, c'est que quand un jeune diplômé dit je vais aller faire autre chose à part ce que j'ai étudié, il y a les parents qui sont frustrés. Ils disent on a mis tout cet argent-là dans tes études. Vous voulez parler de la reconversion professionnelle? De la reconversion professionnelle. Apparemment, les Togolais n'aiment pas entendre cette expression. Ça. Et ça, c'est aussi en fait quelque chose qu'il faut changer dans la mentalité des parents. Okay. Alors, les parents, autant il y avait du boulot, donc quand tu finissais les études, oui, tu pouvais trouver quelque chose. Mais là, il y a plus de concurrence, il y a plus de jeunes diplômés, et donc on n'est pas sûr d'avoir un emploi à la fin. Mais en même temps, c'est les parents qui doivent accompagner, aider ces jeunes-là dans leur reconversion. Même si ce n'est pas une reconversion, s'il a un projet personnel, un projet entrepreneurial, le parent doit l'accompagner. Parce que ce n'est pas facile mentalement pour un jeune diplômé de subir déjà cet échec-là. On a parlé tout de suite des échecs en entretien. De subir ces échecs-là et de ne pas avoir le soutien moral à la maison. Tout ça, ça remet en fait le candidat dans un état psychologique désastreux et donc en entretien, il ne peut pas se défendre. Vous avez dit tout à l'heure qu'au temps de nos parents, c'était sûr de trouver du travail à la sortie après avoir eu son diplôme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas et la situation est générale. Et il est très important que les parents sachent que c'est ainsi. Mais il y a encore des écoles aujourd'hui sur notre terre togolaise qui promettent monts et merveilles aux parents et aux enfants à l'inscription. Je ne sais pas, la relation qu'il y a entre telle école et telle entreprise, stage garanti, emploi garanti, mais à la fin, il n'en est rien du tout. Et on se rend compte que, est-ce que c'est un cercle vicieux? Je ne sais pas, mais la situation continue. Pourquoi ça se passe ainsi? C'est un appât qui le lance aux parents pour qu'ils puissent inscrire leurs enfants chez eux. Oui, effectivement, on va dire c'est une méthode commerciale. OK. C'est une méthode commerciale pour pouvoir attirer plus d'élèves. Mais en même temps, moi, en tout cas, ça reste mon avis. Je trouve ça, ce n'est pas professionnel d'une école de promettre des stages garantis, emploi garanti. On peut le dire et en même temps accompagner les élèves, accompagner les étudiants, dans leur parcours ou dans leur recherche d'emploi. Oui, on peut le faire, donc en signant des partenariats avec les écoles. Oui, ça marche sous d'autres cieux. Et donc, on suit ce partenariat-là. Ici, ils signent des partenariats, mais qui ne suivent pas. Il n'y a pas de Ils ne rentrent pas dans le fait, en réalité. Dans les faits. Il n'y a pas, en fait, un suivi. Il n'y a même pas de département qui peut chercher des stages, en fait, aux étudiants. Sous d'autres cieux, on l'a vu. On vient nous chercher, en fait, à l'école. Et ça donne une visibilité. Il faut le faire concrètement. Mais ici, c'est plus marketing
que de chercher à placer les étudiants. Mais il y a aussi des écoles qui continuent à former dans des filières qui ne sont pas porteuses. Oui. Oui, on ne va pas citer de filière. On va pas non, citer je de ne veux filière. nommer aucune. Oui, aucune. Mais je pense que c'est une réalité de laquelle il faut qu'on parle. C'est important. Puisqu'à la fin, les jeunes et les parents sont perdants. Oui, j'ai parlé tout de suite d'un projet professionnel. Et dans le projet professionnel, il y a toute cette partie connaissance de soi. Mais en même temps, il y a la connaissance du marché. Qu'est-ce que le marché recherche actuellement comme profil? Et ceux qui sont déjà dans des filières parce que mon papa a dit, mon oncle a dit, ils sont dans ces filières-là, oui, parce qu'à la fin, on espère être comme lui. Mais non. Est-ce que le marché recherche ce type de profil aujourd'hui? Point d'interrogation. Est-ce que c'est ce que lui, en tant qu'étudiant, il a envie de faire? Point d'interrogation. On ne sait pas, on est dans un vide et à la fin... Donc le problème part au fait de l'orientation. L'orientation, j'allais en venir. Okay. Donc l'orientation, à la base, est très, très, très important. C'est très important. Merci beaucoup. Je me tourne vers les jeunes. En discussion avec un de votre cours de la semaine, il m'a dit qu'une fois il a une maîtrise, une fois sa maîtrise en poche, en quête d'emploi, c'est comme s'il s'est retrouvé dans un pays étranger. Qu'est-ce que je veux dire? Il s'est dit qu'on devrait les préparer à la sortie de l'école et à l'entrée sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous avez vécu la même chose? C'était étrange pour vous, comme si vous sortiez de quelque part et vous tombez dans nulle part? Jean? Je vais dire... Où vous étiez, on vous a préparé à votre entrée sur le marché de l'emploi? On ne nous prépare pas à notre entrée sur l'emploi parce qu'on reçoit seulement des trucs théoriques à l'université. Donc, ces pratiques-là... Mais vous avez quand même eu des informations? Oui, nous avons quand même les informations. Parce qu'il y a des étudiants qui savent que le marché se durcit de jour en jour. Oui, nous avons des informations. Et avec la technologie, tu peux faire tes propres recherches sur l'Internet pour s'auto-former dans certaines choses, pour sauver au marché, à la situation. Merci beaucoup, voilà. Josué. Madame, Jean a déjà tout dit. Je sais que vous êtes très curieux. Jean a déjà tout dit. Aujourd'hui, presque les jeunes sont maniaques aux réseaux sociaux, où ce n'est plus comme si on sortait de jeunes diplômés, et puis on tombe dans un autre monde, dans un autre univers. Certes, c'est réel, c'est vrai, mais psychologiquement, on s'y prépare. On sait que ce sera dur, parce que déjà, quand on fait des recherches sur mon domaine, par exemple, on peut voir combien peuvent être formés, combien sont demandés sur le pôle de l'emploi. Donc, carrément, on sait que c'est un peu dur et il faut se démarquer, comme l'a dit M. Lawson, pour pouvoir se vendre cher. Donc, on s'y prépare, Samuel. Oui. Vous n'étiez pas préparé, apparemment. Après votre licence à la recherche de stage. Après ma licence à la recherche de stage. Vous saviez que ça serait difficile? Oui, je sais que ça serait difficile parce que vu le nombre qui sortent chaque année, il faut savoir. Et ils sont toujours à la maison. Je sais que pour moi aussi, ça serait un cas comme ça. D'accord, vous étiez informé. Je me suis informé. Monsieur Tchendo, quels sont les b.a.-ba d'un entretien d'embauche qu'un jeune diplômé devrait maîtriser? Les b.a.-ba d'un entretien d'embauche, je pense que je l'ai déjà dit dans une intervention, c'est de se préparer. C'est très, très... En fait, c'est de se préparer. Même si on a fait 1000 entretiens, il faut toujours se préparer. Parce que les emplois sont différents. Les personnes que vous allez rencontrer sont différentes. Le challenge est différent. Il faut toujours se préparer, se référer à l'offre d'emploi ou à la fiche de poste si vous l'avez. Avant l'entretien, c'est de faire des recherches sur l'entreprise. Vraiment, c'est de chercher à comprendre le cœur d'activité de l'entreprise. C'est de chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'ils me recrutent. Donc, c'est de lire, je reviens encore sur la fiche de poste, c'est de lire les missions qu'on a assignées à ce poste-là. Et donc, maîtriser, donc essayer de répondre, par exemple, si on a mis 5 bullet points, parce que d'habitude, c'est ce qu'on fait, essayer de répondre, est-ce que, oui, pour cette activité, est-ce que je peux le faire? Si je ne peux pas le faire, c'est d'aller chercher comment ça se fait. Pour au moins répondre à cette question-là si on me la pose en entretien. Et donc, on fait tout ce travail-là, on se prépare.
Donc, psychologiquement, on fait une simulation. Et une simulation? Une simulation. À la maison? À la maison, avec quelqu'un, oui. Il faut faire une simulation. À la maison, seul ou devant son miroir. OK. Ou devant son miroir. Il faut soigner la posture. Pour la posture, permettez-moi d'insister sur ce point-là. La posture dépend du poste et du secteur d'activité. J'ai recruté un mécanicien, un ingénieur mécanicien. J'ai recruté un ingénieur mécanicien qui est venu, en tout cas, eux tous, ils étaient 10. Il y avait 8 qui étaient en veste. Il y avait 8 qui étaient en veste. Et il y avait un... Et c'est un faux pas qu'ils ont déjà... C'est un faux pas. C'est un faux pas. Et il y avait deux. Il y avait un qui avait son bleu mécanicien. Son bleu mécanicien. Avec sa casquette, ses comme s'il allait au travail. Comme s'il allait au travail. Et lui, quand il est rentré, et il y avait l'autre qui était en EPI, en chaussures, non, en chaussures, jean et puis un polo. Très clean. Très clean, et puis qui est arrivé. Eux tous, ils ont passé un entretien, mais vraiment top. Le mécanicien, quand il est rentré, celui qui était habillé en bleu mécanicien, il arrive, il dit, on commence quand? On commence quoi quand? Le travail? On commence le travail quand? Et c'est lui qui a été recruté. Ah bon? Pourquoi? Il était prêt, il était en tenue pour travailler. Il sait ce qu'il venait chercher. Et aujourd'hui, en tout cas, bon, c'est pas au Togo, c'était au Sénégal, et il est encore là. Okay. Il est passé directeur d'usine, mais il est toujours là. Okay. Il est toujours. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui avait, il était prêt. Donc il faut se mettre en condition. Il faut se mettre en condition. On ne peut pas aller à un entretien dans une banque en étant habillé en chemise, en pantalon, et puis bon, tu sues de partout. On le voit. C'est des astuces qu'il faut avoir. Donc la posture est très importante. Okay. Donc maintenant, en entretien, il faut quand même aussi la posture, répondre très bien aux questions. Pas très bien, parce qu'on ne demande pas l'excellence, mais quand même pouvoir se défendre, pouvoir se vendre ses compétences. Après l'entretien, surtout après l'entretien, bon, pendant l'entretien aussi, à la fin, il faut essayer de poser des questions. Ça démontre en fait que vous vous intéressez à l'entreprise. Peut-être demander les cartes de visite. Okay. Les cartes de visite vont vous permettre, après l'entretien, de faire une relance. Mais de grâce. Pas les relances chaque jour. Mais c'est parce qu'il a envie de travailler. Oui, mais des relances après 2 semaines. Vous demandez, c'est quoi la prochaine étape en entretien? C'est quoi la prochaine étape? Quelle est la suite du process? Je peux espérer votre réponse dans combien de temps? Et comme ça vous permet, si ils vous disent oui, d'ici 2 semaines, on vous fera un retour. Et si après 2 semaines, vous n'avez pas de retour, relancez. C'est pourquoi vous avez la carte de visite. J'ai rencontré des jeunes aussi qui veulent travailler, mais qui disent qu'ils sont tout le temps stressés en pensant à l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche est toujours stressant. Okay. Un entretien, c'est toujours stressant. Mais c'est pourquoi j'ai dit il faut se préparer. D'accord. C'est une question de préparation. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre échange. Je vous remercie d'avoir bien voulu partager avec nous ces différentes expériences en matière de recherche d'emploi. Je parle de Jean, de Josué et de Samuel. Je remercie aussi M. Tiendo de nous avoir fourni ces informations qui sans doute vont permettre aux jeunes diplômés d'être plus aguerris et mieux outillés pour candidater à un emploi. Le diplôme garantit-il toujours un emploi? Non, on croit le nombre de jeunes diplômés au chômage. En plus du diplôme, les recruteurs et les employeurs attendent des candidats à l'emploi un engagement fort, le sens de responsabilité et des compétences comportementales. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis et samedi prochain, on sera de la partie si Dieu le permet. Au revoir et à samedi.